di da da, di da di da da, di da di da da, da di da da, di da di da da, di da di da da, di da di da da. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Lecteur un jour. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Serge. Jean-Serge est lecteur, il a accepté de nous parler de ses livres, des livres en général, et des livres qui sont peut-être aussi les vôtres au fond de votre bibliothèque ou de vos souvenirs. Nous allons nous pencher sur son univers littéraire, c'est le principe de cette émission, nous intéresser à son goût pour les livres et découvrir le chemin livresque qui est le sien. Bonsoir Jean-Serge. Bonsoir Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais qu'on ouvre ou qu'on entrouvre ensemble la porte ou les portes de ton univers littéraire. Bien sûr. Je ne sais pas si Marguerite Yourcenar fait partie de cet univers, tu nous le diras, mais j'ai envie de citer pour commencer cette émission une phrase qu'elle a formulée le jour où une journaliste en 1985, il s'agissait de Denise Bombardier, lui a posé cette question et lui a demandé ce qu'elle pensait des gens qui ne lisent pas du tout, ce à quoi Marguerite Yourcenar a répondu « Je pense qu'ils se privent d'un très grand plaisir et d'une très grande part de la connaissance ». J'avais envie de te faire réagir à cette affirmation et savoir un petit peu quels sont pour toi les ressorts de la lecture. Est-ce que c'est le plaisir qui te guide? Est-ce que c'est la connaissance? Oui, je la rejoins en fait. La lecture, se priver de lecture, c'est se priver d'un plaisir, mais c'est se priver aussi d'une ouverture. D'une ouverture d'esprit que l'on ne peut pas forcément trouver autour de soi, pour des raisons variées, sans jugement. Mais enfin moi, les livres m'ont permis de m'échapper du milieu familial, m'ont permis de me construire. Ça a été d'abord l'ébauche de ma personnalité et puis ça l'a renforcée au fur et à mesure que je découvrais des auteurs ou que je relisais des auteurs qui m'ont inspiré. Est-ce que tu as eu conscience très tôt du fait que les livres étaient justement des éléments qui étaient partie intégrante de ta construction? Ou est-ce que vraiment c'est venu dans un après-coup, tu as lu, tu t'es imprégné de lecture, tu as rencontré des auteurs, et puis ensuite tu t'es aperçu qu'effectivement tu glanais à droite à gauche des éléments qui formaient ta personnalité? Alors moi ça a été vraiment les bases de ma construction personnelle, de mon état d'esprit, de ma vie même je dirais, si on veut aller en profondeur. Moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout culturel, où il n'y avait pas de livres à la maison, une éducation ancienne, hein, j'ai un certain âge, et donc très stricte, très patriarcale, et je sentais que je voulais être différent. Je ne voulais pas reproduire ce schéma familial, mais je ne savais pas comment en fait. Je ne savais pas comment, je ne trouvais pas dans les amis que j'avais à l'époque. J'avais pas d'ouverture, de bride, enfin après le schéma fut classique, hein, c'est un prof de français qui fait découvrir un univers et puis là on s'est dit mais je vais peut-être avoir les réponses en fait, les réponses à ma quête pour me construire et en fait c'est comme ça que je suis arrivé à la littérature en fait. Donc c'est venu au moment de l'adolescence, de la préadolescence? C'est au moment de l'adolescence, tout à fait. Au moment de l'adolescence, on se questionne, on rejette et on cherche d'autres sources, donc c'est venu à l'adolescence, tout à fait. Tu avais, alors pour en revenir, mais après on y reviendra parce que je sais que l'adolescence a été un moment évidemment très important, mais il y a l'enfance, il y a d'abord la découverte des livres, de la lecture, l'apprentissage de la lecture. Est-ce qu'il y a déjà des souvenirs, ou en tout cas une explication de ton appétence pour le livre? Mais non, justement. Moi, je viens d'une enfance où on ne racontait pas d'histoire, on ne lisait pas d'histoire. C'était la télévision faisait office d'information, les films, mais il n'y avait pas de livre, il y avait pas de. Enfin, je pouvais pas. Je me suis pas arrêté sur un livre, même de jeunesse. Enfin, il n'y avait rien en fait. Enfin, du côté livre, je parle. Et l'école?
À l'école, justement, j'étais un peu hermétique au départ, jusqu'à l'adolescence, où là, j'ai croisé une prof de français dans un premier temps. Moi, les cours de français, au départ, j'ai fuyé, en fait. Et puis, je suis tombé sur une prof de français qui m'a fait découvrir tout ce qui était Boris Vian, enfin voilà, un peu ce côté surréaliste. Et ça a été la première étincelle. Et puis après, un autre professeur de français qui a fait découvrir les livres voilà, qui sont devenus mes livres de chevet, en fait. Et là, j'ai trouvé des analogies, par rapport à ma vie, j'ai trouvé des chemins, enfin, j'ai trouvé plein de choses, en fait. Mais c'est vraiment venu comme ça, spontanément, enfin, d'un moment à l'autre, sans guide, sans rien de précurseur, en fait. C'est Boris Vian qui a commencé à t'éveiller? Boris Vian, L'écume des jours, a commencé à m'interpeller, mais ça m'a pas lancé dans les livres. Là, c'est le côté surnaturel, le côté créatif, imaginatif, et je me suis dit, il y a autre chose dans la vie que ce qu'il y a à la maison où c'est très rigide, en fait. Et je me suis dit, tiens, il y a des gens qui sont capables d'écrire des belles histoires un peu, voilà, sans trame, qui n'existe pas dans la vraie vie, en fait. Donc ça a été le premier déclic. Mais le vrai déclic après, vraiment, c'est le professeur d'après, en troisième, et qui a fait découvrir les livres qui sont devenus mes livres de chevet, et qui a commencé à en parler, que je continue après à découvrir au lycée, et ainsi de suite, en fait. Quels sont-ils, ces livres? Eh bien, ces livres, il y en a trois. Il y a Des souris et des hommes, de Steinbeck. Donc, ce livre, je l'ai lu et m'a parlé immédiatement sur l'amitié. L'amitié, j'avais rencontré donc une personne qui est devenu un ami, que j'ai perdu de vue depuis, mais ça, c'est pas très grave. Et en fait, je ne savais pas non plus comment gérer cette amitié, en fait. En fait, on avait à la maison très peu d'instructions sur notre construction. Comment se comporter avec les gens, que ce soit avec les hommes, les femmes, l'amitié, l'amour. On n'avait pas d'échange. Donc, j'ai rencontré ce garçon et voilà, on était souvent ensemble, mais je ne savais pas comment construire cette amitié, je ne savais pas jusqu'où on pouvait aller, ce qu'on pouvait faire. Et je suis tombé sur ce livre et ça m'a vraiment guidé dans la construction de cette relation. Donc l'histoire, mais alors est-ce qu'on peut vraiment comparer l'amitié que tu entretenais avec ce garçon et puis l'amitié qui se joue entre Lenny, l'un des personnages, et Georges? Oui, tout à fait. La comparaison, elle se situe à quel niveau? Est-ce que tu peux en dire plus de cette histoire qui se trouve dans ce livre-là? Mais en fait, tout à fait. L'amitié, c'est pour moi la personne qui guide l'autre. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans... C'est Georges, voilà. Georges qui guide, qui est sûr de lui, qui a toute sa raison, parce que Lenny, lui, il est désavantagé intellectuellement, il est plus faible, il est plus vulnérable. Ça, c'est quelque chose, ce sont des caractéristiques de l'amitié que tu avais rencontrée? Complètement. Moi, je manquais complètement d'assurance. Je connaissais pas la vie extérieure, parce qu'on n'avait pas beaucoup de permission de sortie. Et j'ai croisé cette personne qui, lui, avait l'habitude d'être confronté au monde extérieur et qui avait beaucoup d'assurance. Et je me laissais guider par lui, effectivement. Il était là pour me défendre des agressions extérieures. On était inséparables, comme ils le sont dans les livres. Ça m'a fait vraiment écho. Je me suis dit, et d'ailleurs c'est le cheminement que j'ai toujours après dans les livres, il faut que les livres me parlent de ma vie où je retrouve ce que j'ai vécu, ce que je souhaite vivre. C'est comme ça en fait que j'aborde la littérature et j'aborde les livres en fait. C'est toujours un rapprochement personnel, c'est pas forcément une découverte d'un milieu
que je connais pas et se dire tiens je vais peut-être m'instruire ou etc. Il faut toujours qu'il y ait en filigrane quelque chose qui me rapproche de ma propre vie. Est-ce que ça signifie tu ne laisses pas de hasard aux rencontres que tu fais avec les livres? Ça veut dire que quand même, comment est-ce que tu peux à la rigueur ou choisir ou exclure un roman à partir du fait qu'il te parle ou qu'il ne te parle pas? Mais je vais lire le synopsis et le synopsis, je vais forcément chercher quelque chose qui me rappelle un événement. Alors, il peut être très minime mais ça va lancer la lecture, mais si ça m'est complètement indifférent et que je ne vois pas de rapprochement avec un épisode de ma vie, je vais le mettre de côté en fait. Et alors, maintenant, en vieillissant, je ne vais pas me l'interdire, mais je vais le mettre de côté, il ne sera pas dans mes priorités, en fait. Par contre, ça peut être une phrase, un mot, une accroche qui va me rappeler un vécu. Et là, ça va m'attirer, si je me sens obligé de le lire, et voilà, et ça va être la quête. Parce que là, on a affaire, alors c'est un livre d'école. On peut le lire tout à fait en dehors de ce contexte scolaire. Et c'est aussi, comme par hasard ou pas, mais c'est un prix Nobel. C'est-à-dire que là, on va en trouver d'autres dans ta bibliographie, des auteurs qui sont des prix Nobel. Tout à fait. Est-ce que tu y es indifférent au fait que le livre ait été relevé par une qualité de cet ordre-là, ou est-ce que ça te guide également? Est-ce que ça vient ajouter au fait que tu te diriges vers certaines lectures? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. La reconnaissance, si elle est là, évidemment, c'est gage de qualité, ça c'est évident dans l'écriture, mais c'est pas du tout ce qui va me guider. Non, c'est vraiment, je prends la dernière de couverture, je regarde, je lis, et je me dis, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je ne connais pas l'auteur, je vais le lire. Et si ça ne m'interpelle pas, je dis bon, voilà, ça peut être un prix Nobel, mais si ça ne m'interpelle pas, je vais me dire c'est forcément très très bien, mais bon, voilà, ça ne me parle pas, donc je ne vais pas m'y attarder. Non, c'est la reconnaissance. Et alors, après Des souris et des hommes, est-ce que tu te souviens précisément, parce que tu m'as l'air d'avoir un souvenir particulièrement précis du fil de tes lectures et de leur enchaînement, est-ce que tu sais ce qui a suivi cette lecture? Quel titre Oui, tout à fait. Après cette lecture, ce fut L'étranger de Camus. Donc une lecture scolaire également, ou là tu l'as... Alors, ça a été, je ne l'ai pas particulièrement étudié à l'école. Il a été évoqué dans une liste. On avait un professeur en fait qui suivait les livres qu'il fallait étudier, mais donnait des listes aussi, en disant voilà, je vous donne une liste de livres. Entre guillemets, il faut les avoir lus, mais bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez en fait. Et Camus, quand j'ai pris L'étranger, on m'avait parlé de La Peste. J'avais lu La Peste, ça m'avait pas, à l'époque, interpellé, et tout le monde disait bon, c'est super, faut le lire, Tu etc. avais quoi, 16 ans, 17 ans? Oui, c'est ça. Oui. Alors, je l'ai lu après et j'ai trouvé ça très très bien, mais je me suis pas arrêté. Par contre, L'étranger, je me suis arrêté. Je me suis arrêté sur ce livre parce que ça faisait encore écho à ma vie personnelle. Et en fait, moi, ce que je retiens de ce livre, c'est... moi, j'étais vraiment en rupture avec mes parents. C'était 16 ans, c'était vraiment la rupture, mais comme j'ai expliqué au départ, en fait, j'étais pas en phase avec les valeurs qui étaient diffusées, mais je ne savais pas trop pourquoi. Je voulais autre chose, mais là, j'étais vraiment en rupture. L'adolescence difficile est vraiment, vraiment en rupture, et la froideur vis-à-vis de sa maman est une froideur que je voulais exprimer, que j'exprimais vis-à-vis de mes parents, en fait. Et dans ce livre, moi, c'est ça qui m'a interpellé, en fait. C'est le rapport avec sa maman, comme moi, j'avais un rapport avec, alors pas ma maman en particulier, mais mes parents. Mes parents. Et en fait, ça me parlait parce que lui, il était en rupture avec sa maman, et je me disais, j'ai le droit de l'être, en fait.
puisque Sauf un qu'il est écrivain- le personnage en l'occurrence, il est jugé pour deux choses, mais on ne sait plus de quoi le procès parle. Est-ce que c'est parce que finalement cette indifférence à sa mère, c'est ce qui est considéré comme étant son crime? Tout à fait. Mais c'est ça. Après, Il tue un homme et au même niveau que ce crime-là, on lui reproche d'être indifférent à sa mère. tout à fait. En fait, cette indifférence d'avoir tué cette personne dans l'indifférence et la froideur et sans ressenti aurait pour origine effectivement déjà une expression vis-à-vis de sa maman ou la racine. Donc j'en ai bien compris le sens, mais moi ce que j'en ai retenu et ce que j'en ai retiré de cette œuvre, c'est plutôt parce que ça me parlait à l'époque. C'était ça le cheminement de ce livre, c'était cette froideur vis-à-vis de sa maman, parce que moi je recherchais le froid vis-à-vis de mes parents. Je voulais plus communiquer, je voulais plus parler. Voilà, j'étais en rébellion. Alors j'avais les limites sociales je ne serais pas allé au meurtre et à la froideur du meurtre, parce que j'ai quand même une sensibilité bien évidemment personnelle assez pointue. C'est ça qui m'a retenu dans ce livre et qui a fait que je l'ai lu et qu'il est devenu un de mes livres préférés en fait. Ça signifie quoi, devenir l'un de tes livres préférés? Ça signifie que tu y reviens, que tu relis intégralement le texte une fois ou deux fois ou plus? Tout à fait. Ça veut dire que je peux laisser très longtemps sans le lire, mais je le relis régulièrement. Alors peut-être sous un angle différent. Là, cette froideur vis-à-vis de sa maman, maintenant, moi je la ressens plus. Donc je me dis, j'aurais pu déraper aussi si j'avais suivi son parcours. J'aurais pu, mais j'avais les garde-fous à l'époque et je le lis un peu par nostalgie. Je le lis aussi pour me dire il faut peut-être faire différemment maintenant. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va rechercher dans ce livre. Il y a une pointe de nostalgie aussi, bien évidemment, mais une jeunesse partie. C'est-à-dire que la nostalgie, elle est rattachée aussi peut-être à un plaisir, parce que là, on n'en a pas parlé exactement en tant que tel. Tu as parlé de ce que tu puisais dans la lecture qui pouvait t'aider au quotidien, même, j'ai l'impression. Tout à fait. Mais est-ce que la notion de plaisir, de lecture, d'évasion et en tout cas de fuite peut-être, simplement, ça c'était quelque chose de dans présent. la fuite dans la lecture, la passion. Le fait de s'extraire du monde et d'entrer dans un autre monde en tête à tête. Ah tout à fait, la lecture c'est aussi un moyen, comme on dit quand même, de découvrir d'autres univers, même si je cherche toujours une trame, mais c'est quand même de découvrir d'autres univers. C'est aussi des histoires. C'est aussi, pour moi, le lire. Mais c'est quelque chose que je ne sais pas faire, que j'aimerais faire. J'aimerais écrire. J'aimerais avoir. Moi, je suis toujours interpellé personnellement par des auteurs qui peuvent écrire des histoires complètes. Comment font-ils pour construire des histoires? Je suis pas un créatif. Ça veut dire que tu as tenté l'écriture, tu t'es essayé à l'écriture? Ouais, j'ai essayé d'écrire. C'était pas concluant. Je suis pas un créatif en fait. Et donc ce côté créatif des auteurs me fascine en fait. Comment comment ils peuvent, comment c'est possible. Donc je me plonge, je me mets à leur place en fait et je lis toutes ces histoires en fait. C'est ça aussi la lecture pour moi. C'est une espèce de fascination pour des personnes qui sont en mesure d'analyser, de retranscrire et de créer. Donc là, tu parles des auteurs. Des auteurs, je parle des auteurs. Des auteurs. Quand tu lis, tu oublies l'auteur? Tu le sens, l'auteur, ou tu le confonds avec le narrateur? Ou est-ce que... Ah, c'est complexe. C'est plutôt moi qui m'identifie à lui, en fait. Enfin, sans prétention, hein, pas du tout. Mais des fois, j'arrive à me dire,
Il dit ce que je voulais écrire en fait, ou ce que je voulais lire, ou il écrit ce que je voulais lire en fait. J'arrive à effacer l'auteur et à me plonger vraiment dans l'histoire. Enfin, c'est une évasion À trouver complète, comme un quoi. pied d'égalité finalement, une horizontalité avec le texte Tout à fait. et l'histoire qui est racontée. Tout à fait, voilà. Et je m'immerge complètement dans l'histoire, je m'immerge dans le livre, et j'ai l'impression de la vivre, en fait, cette histoire. Cette œuvre, ouais, je la vis, quoi, je suis dedans, en fait. Ce qui fait d'ailleurs qu'un livre, ben, on va le lire en une soirée, 2 soirées, 3 soirées, et d'autres où on est un peu plus en retrait, un peu plus observateur, ma lecture va être un peu plus longue. Mais si on prend l'étranger, je me suis vu à la place, dans le rapport avec sa maman, j'étais à la place de Meursault, dans des souris et des hommes, j'étais, comme j'ai exprimé, enfin c'était nous deux, ce camarade et moi, cet ami et moi, c'était nous deux qui étions dans le livre. Enfin, Est-ce que là la question me vient, mais est-ce que cet ami, en l'occurrence, tu lui as suggéré la lecture Alors, des souris et des hommes? non, je ne l'ai pas suggéré, non. Mais en revanche, je l'ai conseillé à mes enfants, par exemple. Je l'ai conseillé à mes enfants pour leur construction quand ils étaient plus jeunes et pour qu'ils construisent leur amitié. Quand on aborde des sujets, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la religion, et j'avais dit à mes enfants, ben voilà, pour moi l'amitié c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui nous guide et c'est quelqu'un qui, si la personne est en danger, jusqu'où on peut aller, jusqu'où et donc voilà, lisez ce livre, après faites-vous votre propre opinion et votre propre expérience. Mais si vous voulez un schéma naissant de l'amitié, c'est ce livre-là. Tu es attiré plus particulièrement par les romans, par les fictions, mais est-ce que tu lis aussi parfois à l'occasion d'autres textes qui sont des essais ou des biographies ou des... Là, je fais un petit pas de côté sur la littérature, mais on y reviendra, parce qu'il y a d'autres textes qui ont compté pour toi. Non, les biographies, je ne les lis pas. Je lis vraiment que des romans. Je lis un peu de poésie, mais voilà. Je reste dans les romans et les nouvelles. Et les nouvelles. Et les nouvelles, j'en parle parce que les nouvelles, il y en a une qui a compté pour toi, c'est celle-ci, c'est celle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Oui. Tout à fait. Alors, ce livre est aussi important dans ma construction. Donc, Stefan Zweig, tout le monde connaît. On connaissait son combat contre le nazisme qui l'a poussé au suicide. Par impuissance à combattre ce régime. Donc bien évidemment on le retrouve dans le livre, hein. C'est la trame de ce livre, mais moi c'est pas encore ce que j'en ai retiré. Moi j'ai pris ce livre à un moment donné où on est tous face à des difficultés dans la vie et je me suis dit mais est-ce que l'homme est capable de s'adapter? Est-ce que l'homme est capable de s'en sortir? Est-ce qu'il est capable d'introniser trouver des ressources en lui-même pour rester fort et sortir d'un incident de la vie? Et en fait, c'est le joueur d'échecs qu'on essaye de briser absolument en l'isolant de tout, de la lumière, de tout. Il est prisonnier, il est retenu prisonnier dans une prison de luxe, c'est un hôtel finalement, c'est une chambre d'hôtel. Voilà. Et il est soumis à la torture psychologique, ce personnage, et il s'en sort par hasard. Par hasard, tout à fait. Lors d'un interrogatoire, il trouve dans la poche d'un soldat un manuel d'échecs. Voilà, un livre. Il était assoiffé. Voilà. Ça aussi, on peut le relever. Il était littéralement assoiffé. Voilà, tout à fait. C'était presque, là aussi, une question de vie ou de mort pour lui. C'est-à-dire qu'il cherchait éperdument de quoi lire et de quoi regarder et de quoi s'alimenter pour survivre. Tout à fait. C'est ça. C'est presque une mise en abîme dans le livre, parce qu'il
Il cherche à lire, il cherche à voir, à se nourrir. Il tombe sur ce petit manuel d'échecs. Il est très déçu de trouver un manuel d'échecs. Il aurait aimé trouver un roman. Tout à fait. Et il va se jeter à corps perdu dans l'apprentissage des échecs avec les moyens du bord, puisqu'il n'a rien pour jouer. Voilà, tout à fait, il n'a rien pour jouer, donc il va tout imaginer. Il va d'abord lire effectivement les différentes parties et apprendre les différentes phases ou stratégies. Mais très vite, il va mentalement se construire son échiquier et jouer ses propres parties. Et bien sûr, il y a le danger de la dualité, puisqu'il va créer un double partenaire finalement qui va affronter lors des parties d'échecs. Donc bien évidemment, il faut rester vigilant à ne pas sombrer dans la folie, mais n'empêche que ce qu'on en retire, ou ce que j'en ai retiré moi du moins, c'est que grâce à ça, il s'en sort. Ils n'ont pas réussi à le briser, ils n'ont pas réussi à le briser psychologiquement, à avouer, enfin voilà, il est resté fort. Et en fait, c'est ça que j'en ai retiré, c'est que quelles que soient les conditions que l'on traverse dans la vie, le mental fait que on peut s'en sortir, on peut continuer de vivre. La vie est pas simple. Tu le sais très bien, j'ai le premier touché. Voilà, moi je peux le dire, ma femme est décédée, je me suis retrouvé avec les 2 enfants, jeune, 48 ans, ce livre est ressorti. J'étais avec les enfants et je me suis dit, comment on fait en fait ? Comment on fait pour gérer cette situation ? Gérer, ce chagrin personnel, mais t'es pas tout seul. 2, comment aider des enfants à rester sur la route, à poursuivre leurs rêves, en créer, les atteindre. Comment on fait en fait ? Et je me suis souvenu de ce livre en fait, et je me suis dit, voilà, il y a le mental, il faut créer, il faut poursuivre, il faut se battre, et ainsi on y arrive, quoi. Et ça laisse des séquelles. Ces séquelles à lui, c'est qu'il peut sombrer rapidement dans la folie. On a nos propres séquelles avec le décès de la maman des enfants, mais bien sûr que ça laisse des traces, mais on s'en sort. Si on prend les solidarités mystérieuses, c'est la quête de l'amour. Donc on retrouve la genèse qui est Grand Mône, cette recherche qui a construit ma quête de rechercher l'amour. Enfin, alors je ne cherche pas l'amour invraisemblable, etc. Mais le Grand Mône a construit en disant l'amour pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est aimer quelqu'un, et c'est voilà jusqu'où on peut aller. C'est pas l'amour absolu qui prive l'autre de liberté, c'est pas du tout ça, hein. Mais on peut pas aimer à moitié, quoi. On aime une personne, que ce soit amicalement ou amoureusement, mais on l'aime entièrement, on l'aime pas à moitié ou pour quelques traits. Enfin, c'est ma perception. Pour quelques traits, on l'aime de toute sa construction, cette personne. Donc de sa liberté, de ses choix littéraires, enfin, une personne complète en fait. Et on retrouve là-dedans effectivement un amour. Donc ça, c'est Pascal Quignard, les solidarités mystérieuses. Quelle est l'histoire de ce texte ? L'histoire, c'est une femme qui effectivement, alors là ça va encore très très loin, mais c'est quelqu'un qui effectivement cherche l'amour absolu. Alors, trop absolu, hein, là, puisqu'elle finit par effectivement disparaître et se laisser mourir parce qu'elle ne le trouve pas. Mais le cheminement de départ correspond au mien. Pas à la fin, évidemment. Ça va trop loin. C'est beaucoup trop loin. Mais voilà. On retrouve les valeurs qui m'animent en fait. Hein. C'est l'honnêteté, c'est l'écoute, c'est l'attention aux autres. Une vie sans amour, ça ne me paraît pas faisable. Est-ce que tu es un lecteur qui aime partager, parler de tes lectures, échanger avec d'autres et éventuellement
te laisser tenter par des lectures qu'on te recommanderait. Ah, tout à fait. Oui, oui. Pense au réseau amical ou Oui, au-delà tout du à réseau fait. amical. Alors, tout à fait. Il y a très peu de personnes avec qui j'échange parce que bon, ils ont soit ils ont une approche littéraire qui n'est pas la mienne. Ça, tu le sais d'emblée. Oui, Les oui. auteurs vers lesquels tu ne te tourneras jamais, a priori, tu les as un petit peu Bah, repérés. il y a certains auteurs, par exemple, si on Fouquinos, il y a quelques Funky. livres que j'aime bien, mais j'ai une amie qui est complètement fan et qui les a tous lus et qui essaye de tous les faire lire. J'ai dit, bon non, écoute, j'en ai lu 2, ça me convient, je m'arrêterai là. Il y a donc voilà en fait. Mais oui, je suis à l'écoute. On peut me recommander un livre et puis après échanger. Mais je vais avoir le même réflexe que je vais quand même lire derrière si je trouve quand même. Et sinon, je vais le mettre un peu de côté. La fille de l'espagnol, on va retrouver Jour des siècles. Ça se passe au Venezuela et donc c'est une personne pendant qu'il y a une révolution avec des massacres pas possibles et elle doit tout faire pour s'en sortir. Et elle aussi, elle se retrouve un peu enfermée, alors pas au point du jour d'échec, mais elle se retrouve un peu enfermée, obligée de se travestir, éviter les dangers et au mental, elle va s'en sortir. Son mental va être encore prédominant, elle va éviter les pièges, elle va finir par fuir le pays, se reconstruire et s'en sortir. Parce qu'il y a toujours une reconstruction après des épreuves, même dans le jour d'échec, il se reconstruit. Il est sur le fil, Oui. il peut déraper, mais il se reconstruit. Il en a conscience. Il en a conscience. Et il a conscience que ce fil est tenu, mais il se reconstruit. Et là, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, voilà. Des fois, c'est pas forcément voulu, mais ça fait écho. Donc, je pense que on en revient au départ. Ces livres ont vraiment construit, puisque même des fois inconsciemment, je les retrouve en fait. Je retrouve des marqueurs. Ils sont vraiment Des marqueurs. fondateurs parce que effectivement, pour aller retrouver comment on va dire, le souvenir ou le fantôme de certains ouvrages lus autrefois, finalement, c'est dire l'importance qu'ils ont eue. Ah, tout à fait. Enfin voilà, je peux pas nier. Enfin, je veux dire, c'est évident C'est puisque une marque indélébile. Tout à fait. C'est vraiment, je dirais presque mon ADN, quoi, en fait, dans le sens où il y a un moment où je vais retrouver mon cheminement intellectuel, en fait, ma construction. Alors, je pense pas que ce soit un manque d'ouverture d'esprit, mais ça m'a marqué, en fait. Ça m'a construit. Ça m'a construit parce que j'ai pas vu me construire autrement, en fait. Donc voilà. Et puis Buvard, ben, c'est Julia Carninon. Voilà. Alors là, c'est l'histoire alors, c'est une écrivaine qui effectivement est interviewée par un jeune. Donc elle s'est isolée. Voilà. Parce que j'ai dit que je voulais être écrivain et que j'y arrivais pas, et peut-être que ça m'a parlé. C'est encore une histoire d'amour. Alors là, je traversais une histoire un peu personnelle, un peu toxique. Donc je suis tombé sur ce livre puisqu'elle vit une histoire d'amour toxique. Donc là, ça faisait écho à ma vie à un moment donné. J'avais rencontré une personne toxique et j'avais une relation toxique. Donc là, c'était voilà, ça me parlait, c'était de l'immédiat, ça me parlait. Et je me suis plongé dans ce livre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a même aidé parce que je pensais au départ en lisant, ça va plutôt te faire du mal, puis finalement, une relation toxique fait toujours beaucoup de mal. Et je me suis dit, c'est peut-être pas opportun dans le sens où tu vas rester dans cette toxicité, en fait, en lisant ce livre. Et puis non, finalement, non. Finalement, non, au contraire, il a été aussi une aide, en fait. Une aide à se libérer c'était un peu long, mais il a apporté sa pierre à cette libération de cette toxicité, en fait, ce livre. Donc là, c'était vraiment plus peu l'actualité avec mon vécu. Là, Si tu imagines ta bibliothèque qu'on n'a pas en face de nous, que tu vois la manière dont elle est construite et comment elle vit, est-ce que tu saurais nous la décrire ? Alors, au niveau agencement, c'est pas du tout ordré, c'est pas par ordre alphabétique. Il y en a qui le font, des auteurs par ordre alphabétique. Ça peut être thématique. Voilà, tout à fait. Par thématique, non. Ils sont rangés par découverte en fait d'auteurs.
Et par contre, ils sont tous assemblés. Le même auteur, les mêmes auteurs, enfin plusieurs livres d'un même auteur sont assemblés, mais il n'y a pas de rangement, précis en fait. Parce que j'ai cette construction, je peux prendre un auteur, je prends un deuxième, un premier livre, un deuxième livre, un troisième livre. En revanche, si le troisième me plaît pas, j'arrête cet auteur. Donc certains vont beaucoup me plaire, il va en avoir 5, 6, d'autres vont en avoir que 2 parce que le deuxième m'a moins parlé et donc je vais passer à autre chose. En fait, ma construction est comme ça. Après, je mémorise énormément où ils sont, je sais où les retrouver en fait dans mon rangement spécifique. Donc il y a énormément d'auteurs qu'on n'a pas évoqués ici. Oui. Des auteurs japonais, des auteurs américains. Tout à fait. Tu es versé dans la littérature étrangère? Alors, plus un continent qu'un autre? Ouais, plutôt asiatique. Au niveau américain, je rebondis. J'ai lu John Irving pendant très longtemps. Il m'a beaucoup parlé, mais il y a très longtemps. Après, la littérature américaine, non, elle me parle pas. Si, j'avais lu John Fante, que j'avais beaucoup aimé, Le vent dans la poussière, qui m'avait beaucoup parlé. Mais c'est pas quand même la littérature américaine n'attire pas plus que ça en fait. Japonaise un peu plus. Les japonaises un peu plus, tout à fait. La littérature japonaise, pourquoi? Parce que elle m'apporte cette tranquillité, cette quiétude que l'on cherche tous. Enfin, ou du moins moi, je parle surtout moi. Et en fait, ce calme, en fait, parce que je peux vite me laisser déborder par mes émotions et du coup, cette littérature est apaisante en fait. Est apaisante. C'est un continent que je ne connais pas mais qui m'attire énormément, que je voudrais découvrir. Tu peux citer quelques auteurs que tu apprécies particulièrement? Qu'est-ce que je lis? Alors, je n'ai pas mémorisé les noms. Il y a Mishima. Oui, il y a Mishima, voilà, tout à fait, exact. Il y a Mishima, mais ça, voilà, c'était il y a longtemps. Il y a Kawabata, il y a qui d'autre? Ça me revient pas, mais je mémorise pas ni les personnages ni les auteurs. Je mémorise les livres en fait. Les livres, leur histoire, les émotions qui surgissent des livres. Tout à fait. Donc j'ai toujours un pense-bête sur moi pour citer l'auteur, mais en revanche, j'ai du mal à citer les noms comme ça. Je retiens que les histoires et ce que ça m'a apporté personnellement en fait. On arrive presque à la fin de cette émission et avant d'arriver vraiment sur la fin et de conclure, j'aimerais te soumettre à un petit questionnaire. Ouais. Il est assez léger, alors je vais poser quelques questions, peut-être pas toutes, j'ai fait une liste assez complète. Est-ce qu'il y a un roman ou des romans dont tu retarderais inexplicablement la lecture? Est-ce qu'ils existent, ces romans-là, chez toi? Qui te tentent, que tu voudrais lire, et puis finalement tu remets cette lecture à plus tard et le moment n'arrive pas. J'ai des romans, mais ça peut être des auteurs auxquels tu hésites à toucher. Je réfléchis. Non, il y a eu, mais plus maintenant. Il y a eu Céline que j'ai mis très longtemps à lire. Céline? Oui, tout à fait. Et que je peux lire sur... Quand j'ouvre mort à crédit, j'ai mis très longtemps à le lire en fait. Je ne peux pas m'immerger dedans, je peux pas... il m'intéresse, mais voilà. Il te résiste. Il me résiste, tout à fait. Bon, il peut en faire partie. Voilà, il peut en faire partie. Est-ce que tu t'es déjà surpris, j'ai peut-être la réponse déjà, mais surpris en société à dire je vais le relire au sujet d'un livre que tu n'as pas déjà lu?
un petit peu comme pour gommer une insuffisance de lecteur, voilà, comme Mort à crédit par exemple. Ou au contraire, tu affiches très clairement le fait que tu as lu ou pas lu, sans aucun complexe. Ah non, j'affiche honnêtement, clairement, si j'ai lu ou pas lu, ça fait partie de ma construction. Je pense que c'est l'honnêteté en fait, et ça sert à rien de camoufler. On arrive toujours, on se trahit toujours, et la vérité ressort toujours. Alors des fois, ça peut être très long, hein, mais et puis non, je suis à un âge où je peux avec assurance dire bah voilà, ça je l'ai fait, je l'ai pas fait, ça je l'ai lu, je l'ai pas lu. Ou je peux même dire je le lirai pas. Enfin voilà, j'ai lu quelques passages et ça m'a pas du tout parlé, donc je ne plongerai pas dans ce livre-là. Voilà, ou cet auteur. Quel est le dernier livre qu'on t'ait offert et quel est le dernier livre que tu as offert, pardon. Le dernier livre qu'on m'a offert, c'est un livre de Patti Smith, c'est Train, je crois. Je ne sais plus le titre exact. Et le dernier livre que j'ai offert, c'est le recueil des chansons de Hubert Félix-Stieffen, que je considère comme un véritable poète. Voilà. Descendant de Léo Ferré, et je l'ai même acheté pour moi ce livre, et il est en train de prendre sa place à mon chevet. À ton chevet. Et je connais l'artiste, et j'ai beaucoup de ses disques, enfin j'ai quasiment tous, et le recueil devient, enfin c'est un poète quoi, un poète du surréalisme, un poète des sentiments, et il n'est peut-être pas reconnu comme tel, mais pour moi oui. Et, Alors, j'ai un autre livre pour toi, tu vas peut-être pouvoir l'ajouter à ta bibliothèque s'il t'intéresse. C'est un petit clin d'œil au livre qu'on a abordé aujourd'hui. Tu as beaucoup parlé de l'étranger, d'Albert Camus. J'ai envie de t'offrir Meursault contre enquête de Kamel Daoud. C'est une suite, c'est un autre regard sur l'histoire de l'étranger. Je ne sais pas si tu connais. non, je ne l'ai pas lu. Non. À lire en complément, c'est presque devenu un diptyque. D'accord. C'est-à-dire que là, on va parcourir, on va, disons, adopter un autre regard qui est celui du frère de l'arabe. L'arabe aurait eu un frère, c'est Kamel Daoud en tout cas qui fait cette hypothèse et qui raconte son histoire à partir du regard de ce frère. Voilà. Ah d'accord. Et qui va donner donc une suite. Une suite, à l'étranger. À l'étranger. D'accord, super. Voilà. Je te remercie beaucoup. Ben merci. Jean-Serge d'avoir joué le jeu de cette première émission. J'espère qu'elle intéressera nos internautes et nos spectateurs. En tout cas, je remercie tout le monde pour cette première émission et je vous dis au mois prochain. Dee